Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire table ronde qui porte sur la question suivante. Donc, l'IA en entreprise, est-ce grave si l'IA se trompe et quels risques acceptables? Donc, c'est un événement que nous organisons conjointement entre les EDIH Dynamics et Green Power IT. Donc, pour présenter d'abord le contexte de ce que sont les EDIH, c'est EDIH pour European Digital Innovation Hub, ou pôle européen d'innovation digitale. Ce sont donc une initiative de l'Union européenne pour la digitalisation des PME prioritairement, et aussi certains des EDIH ont comme cible les administrations publiques. Donc l'Europe cofinance à 50% des projets dans plusieurs régions. Donc il y en a 16 en France et à peu près 200 en Europe. Et chaque pôle regroupe donc dans une région donnée des acteurs de la transformation numérique, différents types d'acteurs, des clusters, des pôles de compétitivité, centres techniques, universités, centres de recherche. Donc voilà, on a un panel assez varié d'acteurs qui sont là pour accompagner les PME et les administrations publiques et qui leur donne accès à un certain nombre de services. Donc, partant déjà d'un diagnostic de maturité numérique, c'est un outil qui est proposé par l'Europe et qui permet ensuite de déployer des services en fonction du besoin. Donc, parmi les services disponibles, on a l'accès à l'expertise technique et à des solutions de test. On a des conseils en matière d'accès au financement et tout ce qui est sensibilisation et formation. Donc, d'ailleurs, ce webinaire s'inscrit dans ce cadre-là. Donc, sur les deux EDIH en question, EDIH et Dynamics. Donc, Dynamics, c'est pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, sachant que chaque EDIH est orienté vers certaines thématiques plus particulièrement. Donc, Dynamics s'oriente vers les thématiques suivantes: IA as a service, système et infrastructure intelligents, la robotique et maquettes et jumeaux numériques. Et l'EDIH Green Power IT, donc pour la région Hauts-de-France, s'oriente sur les 3 axes IA, cybersécurité et IoT. Et sur ces 2 EDIH, donc on a 13 partenaires qui se regroupent pour travailler ensemble au service des PME. Et ce qui crée un vrai réseau, donc déjà local, régional, et national. Donc là, on le voit d'ailleurs avec l'interaction entre nos 2 EDIH et donc avec tout cet aspect aussi européen. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment une interaction, un écosystème intéressant à disposition des PME. On le voit d'ailleurs donc dans les experts qui sont présents aujourd'hui, qu'on met à l'honneur pour parler de ce sujet. Donc, nous avons l'animatrice experte qui est Ikram Shaibi-Kaoud, qui travaille sur Dynamics depuis donc INRIA, qui est partenaire des 2 EDIH, Green Power IT et Dynamics. Ikram, qui est manager IA digne de confiance et management éthique, et chercheuse IA explicable et sciences cognitives. Nous avons aussi 2 invités spécialisés. Donc, on a Laurent Simon, côté Bordeaux INP, qui est l'un des partenaires de Dynamics, donc professeur des universités, qui pourra se présenter plus tard. Et ensuite, Sébastien Dester, pour la partie plus donc Green Power IT, avec l'Université de Compiègne, qui est donc partenaire associé de l'EDIH Green Power IT. Donc, je vais laisser la main à Ikram qui va présenter le sujet et permettre aussi aux 2 intervenants de se présenter plus longuement. À toi la parole, Ikram. Super, merci beaucoup Christine. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui, et un grand merci à Laurent et à Sébastien qui se sont libérés malgré leurs agendas très chargés pour venir répondre à nos questions, répondre à des questions très opérationnelles, très concrètes, aussi un peu honnêtes par rapport aux risques en entreprise et la réalité de ce qu'on appelle la confiance de l'IA et la sécurité, en tout cas la robustesse et la responsabilité. Donc, je suis Ikram Shaibi-Kaoud, je travaille à INRIA en tant que manager IA digne de confiance. Je viens du domaine du génie logiciel, donc si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas, nous pouvons aussi les traiter à ce niveau-là. Et dans ce contexte, j'accompagne les entreprises dans leur innovation et leur réflexion, ainsi que les partenaires institutionnels autour de comment faire de l'IA digne de confiance. Donc aujourd'hui, on a Laurent et Simon pour traiter de
d'un questionnement. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Tout d'abord, sur l'IA digne de confiance et l'IA robuste. Alors, je me suis permise, ceux qui me connaissent savent que j'aime poser des questions qui fâchent. Et du coup, je me suis permise de synthétiser des gros sujets de recherche, des domaines à part entière, des épopées, si je peux dire ça, en 2 questions. L'IA digne de confiance et l'IA robuste. Donc, l'IA digne de confiance, Laurent, si on se demande, est-ce que tu es d'accord sur synthétiser ça, sur comment construire et déployer des systèmes d'IA que les utilisateurs, concepteurs, décideurs peuvent comprendre, expliquer et dont ils peuvent garantir la qualité décisionnelle? Je te laisse la parole juste après. Et Sébastien, est-ce que tu es d'accord sur le fait que l'IA, la safe IA, la chair que tu portes, l'IA sûre et robuste, comment développer une IA fiable avec une quantification d'incertitude, gestion des risques et garantie de performance sur les données et modèles? Et juste avant, du coup, de vous laisser vous exprimer, parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord, enfin, j'espère que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous voulez bien aussi vous présenter? Donc, Laurent et Simon, vous présenter et nous expliquer en fait ce que c'est qu'une chaire industrielle. Sébastien, Laurent, Simon et Sébastien. On va y arriver. Merci. Laurent, tu veux bien commencer? Pour me présenter, oui, donc moi je suis enseignant-chercheur donc à Bordeaux ENP, dans une grande école d'ingénieurs où on a une option en intelligence artificielle. Donc je fais de l'IA depuis très longtemps et mon approche de l'intelligence artificielle, il y a plus de 20 ans, était basée sur une approche d'IA qui suit des règles et qui suit des règles logiques, et donc essayer de mettre dans un ordinateur des raisonnements. En faisant ça, en fait, on obtient une IA qui est sûre et explicable, c'est-à-dire qu'elle est capable d'expliquer pourquoi elle a produit des éléments. Néanmoins, en fait, quand on a fait ça, on n'a pas vraiment avancé parce qu'on a des gros problèmes. C'est que déjà, on ne peut pas tout formaliser dans la vie, ou alors il faudrait le formaliser avec une telle granularité que ce serait trop compliqué finalement à comprendre au niveau de la formalisation. Et donc, il y a un peu de bruit qui arrive, et donc même si on a un raisonnement qui est sûr, qui est explicable, en fait, il se produit sur une approximation du monde réel qui peut conduire en fait à des choses qui sont fausses. Voilà. Et ensuite, il y a une sorte de grande complexité qui arrive, et il y a des process qu'on ne comprend pas bien et qu'on n'arrive pas à modéliser. Et donc là, il y a l'apprentissage automatique qui prend le relais et qui permet de décider ou de conseiller en fait sur un monde qui est un peu plus flou, qui est un peu moins formel. Et donc là se posent d'autres questions au niveau de la confiance, c'est-à-dire comment je fais pour avoir confiance, ou en tout cas être capable de m'approprier une décision que je ne maîtrise pas. Parce que finalement, en tant que décideur, en tant qu'entreprise, même si j'ai une IA qui est très précise et qui pourrait éventuellement me fournir quelque chose qui ressemble à une explication, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de la décision en fait fournie par l'intelligence artificielle. En tout cas, à l'heure actuelle, on parlera peut-être de l'IA Act un petit peu, mais il y a heureusement un règlement européen qui va permettre d'essayer de trouver un compromis en fait entre la responsabilité que vous allez devoir prendre en suivant une décision d'une IA qui serait fournie par quelqu'un d'autre. Voilà, donc, tout un tas de problèmes, et notamment dès que ces IA, pardon, je fais une grosse intro, mais comme ça je te mets la pression aussi, Sébastien, et notamment il y a toute cette problématique aujourd'hui de cette surprise des IA qu'on appelle conversationnelles, qui sont effectivement dans les journaux tous les jours, et dont on entend beaucoup parler, pour lesquelles on a un anthropomorphisme extrêmement fort. On discute avec elles, elles accèdent à un monde qui est un peu flou, dans lequel il y a le langage qui n'est pas forcément très précis, c'est un langage humain. Et donc là, on va lui attribuer on a un problème de confiance parce qu'on va attribuer à ces IA des intentions, éventuellement même une prise de responsabilité de l'IA qui va nous convaincre. Or, en fait, il n'en est rien, elles sont complètement amorales, elles ne comprennent pas le fond de leur impact sur le monde. Et donc, il y a un vrai danger ici dans la confiance qu'on peut avoir sur ces systèmes. Voilà. Ok. Donc, est-ce qu'on peut résumer confiance en explicabilité et transparence, et surtout, quelle est la différence avec ce que fait Sébastien? Si je peux faire une transition. Sébastien, ouais. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une si grande différence que ça, parce qu'effectivement, je pense qu'à la fois, moi et Laurent, on travaille sur l'idée, en tout cas, de rendre ces algorithmes un peu plus sûrs, un peu plus traçables, un peu plus maîtrisables.
Alors, comme dit Laurent, avec les nouveaux modèles, il y a plein d'enjeux qui se soulèvent. Mais sinon, pour faire, voilà, moi je suis, donc comme Laurent, je travaille dans tout ce qui est l'enseignement supérieur à la recherche. J'ai la chance d'être chercheur CNRS, ce qui veut dire que je donne un peu moins de cours. J'étais encore au Mines d'Alès il n'y a pas longtemps en train d'enseigner à des ingénieurs, mais je peux moduler ma charge, donc ça me laisse du temps pour la recherche encore plus. Avant ça, moi j'ai un parcours, je me suis toujours plus ou moins intéressé à tout ce qui était quantification d'incertitude et raisonnement dans l'incertain. Mais j'ai fait ma thèse en risque nucléaire, donc propagation d'incertitude, donc des choses qui sont assez loin d'IA, un peu plus proches de ce qu'on appelle l'analyse de risque, par exemple, l'analyse de fiabilité. Et je suis venu à l'IA depuis que je suis rentré. Après, j'ai fait un tour dans l'agronomie, puis je suis rentré à Jazzy, qui ont fait de la voiture autonome et pas mal d'apprentissage automatique. Donc, j'ai peu versé dans les modèles, on va dire, logiques et symboliques que Laurent maîtrise beaucoup mieux. Et j'étais plus orienté données au départ. Et donc, voilà, donc moi, dans mon travail quotidien dans la chaire, on va dire, on s'intéresse à tout ce qui est quantification d'incertitude. Donc, comment on va pouvoir, une fois qu'un modèle va nous prédire quelque chose, armer le modèle avec des outils qui vont lui permettre de savoir qu'il ne sait pas, quelque part, de savoir quand il sait et de savoir quand il ne sait pas. Et toute personne qui a utilisé ChatGPT voit qu'il est toujours, il est assez souvent convaincu de sa propre réponse, même si ça a tendance à changer, hein, c'est de plus en plus étonnant. Et on s'intéresse principalement, je vais dire, à des cas, moi je différencierais par rapport à ce qui a été dit, entre les modèles qui vont chercher à prédire la vérité. Donc, ça veut dire typiquement quand on est dans un procédé de production, on va chercher à définir si oui ou non il y a un défaut, et on va pouvoir vérifier a posteriori si oui ou non il y avait effectivement un défaut et éventuellement quantifier des incertitudes. Chose qu'on veut faire en général quand on est dans des problèmes où on est intéressé par quantifier l'incertitude. Des IA, comme Laurent l'a dit, hein, maintenant on voit les LLM, ils ont des performances absolument extraordinaires. Moi je les utilise, et je pense qu'on les utilise, on commence à tous les utiliser au quotidien. Où on demande à des modèles génératifs de produire quelque chose qui ressemble à la réalité, ou en tout cas de générer des choses plausibles. Mais elles ne sont pas du tout redevables d'une quelconque conformité avec la réalité quelque part. Parfois elles peuvent l'être, et parfois elles le seront. Assez souvent on obtiendra des réponses très satisfaisantes. Mais effectivement, c'est pas la même chose de générer, on va dire, une lettre de recommandation. On veut juste quelque chose qui ressemble à une lettre de recommandation qu'on aurait pu écrire, ou une profession de foi, hein, où on est assez libre de ce qui peut exister. D'une chose, on va vouloir être conforme à une certaine réalité, ou une chose, on va vouloir être capable de vérifier. Donc moi, je m'intéresse principalement à cette quantification d'incertitude, et l'enjeu des nouveaux modèles LLM dans ce cas-là, c'est qu'en fait, quand on a une vérité terrain à laquelle se référer, on peut avoir une notion objective de la quantification d'incertitude et éventuellement essayer de dépatouiller ces différentes sources. Et là, avec les LLM, ça devient beaucoup plus compliqué parce que de nouveau, on a des modèles qui vont générer quelque chose, mais quelque chose qu'on ne peut pas toujours comparer à la réalité. Quand je lui demande de créer une nouvelle lettre de recommandation, je lui demande de créer quelque chose qui n'existait pas. Je ne peux pas la comparer à une vraie lettre de recommandation que j'aurais faite. Et donc, ça pose pas mal de nouveaux enjeux, ça pose pas mal de nouveaux enjeux de compréhension, de transparence. Et je pense qu'entre les outils d'explicabilité et les outils de quantification d'incertitude de Laurent, les outils de quantification d'incertitude que moi je maîtrise, c'est des choses qui doivent plutôt se tenir la main qu'être en désaccord, même si, comme tout bon scientifique, on a notre désaccord éventuel. Complètement. Donc, j'entends effectivement qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a encore beaucoup de travaux de recherche, et c'est bien et c'est normal, parce que plus on trouve de solutions en sciences, plus on trouve de nouvelles questions. Mais concrètement, aujourd'hui, lorsqu'une entreprise vient nous voir, côté, que ce soit EDH, Green IT ou côté Dynamique, et qu'elle nous demande, je veux mettre en place un système d'IA pour ma chaîne de production, et est-ce que je peux avoir confiance ? Est-ce que mon système est robuste? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre aujourd'hui? Est-ce que vous avez été confronté à des entreprises qui sont venues vous voir, ou est-ce que vous avez des retours de terrain justement sur ces questions-là? Et comment on peut accompagner des gens qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas scientifiques, mais qui ont un besoin d'être rassurés et d'accompagnés? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu expérimenter? Alors,
Moi, je suis plutôt en amont, enfin, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aider les entreprises à déployer, on est plutôt dans le conseil, on va dire. Ce qui est clair, c'est que les outils commencent à être intégrés en fait, aux chaînes de production. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut différencier une entreprise qui a envie de développer son propre système d'intelligence artificielle d'une autre qui va utiliser quelque chose qui existe. Par exemple, sur une chaîne de production, on peut être amené à utiliser des IA qui vont faire de la maintenance prédictive ou qui vont essayer de détecter des fautes. Et pour ça, en fait, quelque part, on va acheter un service à une entreprise qui vend ce service ou qui a évolué. C'est-à-dire que le fournisseur de la chaîne de production sera capable de fournir des robots qui maintenant vont intégrer de l'IA et ça va être assez transparent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir peur. Et ça, ce sont des choses qui sont bien maîtrisées et qu'il ne faut pas confondre avec les IA génératives qui sont vraiment des choses à part pour lesquelles l'erreur fait partie du système et contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas à l'heure actuelle. Donc, il y a vraiment des grands domaines de l'intelligence artificielle et il faut vraiment essayer de séparer ce qui est où l'erreur est quantifiable, probablement dans les approches que Sébastien propose, où en fait, on va être capable de dire, je vous garantis que ma décision sera une décision qui aura tel taux d'erreur maximum, ou qui sera proche de la solution optimale à telle proximité. Voilà. Donc après, aux décideurs de voir si ça satisfait, mais il y a très clairement un cahier des charges des outils qui sont achetés. D'accord, mais dans les cahiers des charges et quand on fait du machine learning, on sait qu'on ne va pas atteindre 100% de prédiction qui c'est correct. Donc du coup, est-ce que ça ne pose pas des questions de sûreté, de robustesse? Cette incertitude que moi je verbalise comme étant le terme incertitude et qui correspond peut-être pas à l'incertitude telle qu'on définit, telle que Sébastien définit, comment vous le gérez? Comment, par exemple, Sébastien, toi tu es amené ayant travaillé en plus dans le nucléaire, comment tu as été amené à gérer ce sujet-là? Alors dans le nucléaire, clairement, il y a parce que le domaine est naturellement très risqué. Je vais dire au contraire de choses comme les métros ou les avions, on a des millions d'expériences par jour. On n'est peut-être pas en millions, mais en tout cas, je pense qu'on peut parler de millions d'expériences par an. Dans le nucléaire, il y a clairement l'idée de un peu sursécuriser le système. Donc, c'est-à-dire de mettre de nombreuses barrières. Et je pense que Laurent, qui travaille en certif, en vérification, a été aussi confronté à ce genre de problème. Ça veut dire qu'on va mettre de nombreuses barrières qui vont garantir que le système a très, très peu de chances de sortir d'une zone de fonctionnement stable, ou en tout cas de ne pas provoquer d'accidents très graves. Maintenant, le risque, que ce soit le machine learning ou que ce soit tout système, je pense qu'il est clair que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'en apprentissage automatique, soit on peut essayer d'armer les modèles, comme a dit Laurent, d'une espèce de contrôle de l'erreur. Soit on ne l'est pas naturellement, par exemple avec les réseaux de neurones profonds, même ceux qui vont essayer de prédire la vérité de terrain, ils sont pas équipés naturellement pour quantifier l'incertitude. Donc on va essayer de les armer d'outils de quantification d'incertitude. Maintenant, si je regarde, moi, mes expériences industrielles que j'ai pu avoir par le passé, donc c'est avec les collègues justement de l'école des Mines d'Alès, je le mentionnais, on a travaillé sur du tri de plastique. C'est aussi des entreprises avec lesquelles on a travaillé sur des nettoyages de corruption de disques dans des centres de données où on essayait de maîtriser, pas avoir trop de faux négatifs, pas avoir trop de faux positifs, en étant conscient qu'il y aurait toujours une erreur. Donc l'idée, c'est d'essayer de la maîtriser au mieux. Je pense que dans tout déploiement d'outils d'IA, il faut avoir conscience qu'il y a un coût à la fois en temps et à la fois en investissement. Donc, comme a dit Laurent, nous, on est quand même plutôt en position de conseil. C'est pas nous les déployeurs. Le déploiement, ça demande quand même des compétences très variées. Ça demande des compétences en termes de mise en place de systèmes d'information pour que le pipeline fonctionne éventuellement 24 heures sur 24. Ça demande la certification, ça demande ça demande aussi l'investissement de personnes qui sont des experts métiers. Et après, la question, voilà, c'est à quel point on veut mettre de la confiance. Moi, j'ai vu différentes entreprises qui avaient différents niveaux de maturité. C'est-à-dire différentes entreprises qui, globalement, se disaient, j'ai un tas de données, est-ce que vous pouvez nous aider à en faire quelque chose, sans forcément avoir déjà formalisé une question. D'autres, et du coup, là, on ne sait pas trop. On leur dit, faut investir, et potentiellement investir pour voir si on va déjà pouvoir extraire une question et si on va pouvoir répondre à cette question avec les éléments que vous avez donnés. Ça peut être des données, ça peut être du domaine expert. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus avancées. Comme a dit Laurent, moi j'ai vu récemment
je pense que c'était ArcelorMittal, qui nous disait, ben voilà, sur un problème, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce problème, mais sur un problème, on a déjà contractualisé avec une entreprise qui a mis en place un robot. Donc là, il y avait un gros investissement, mais effectivement, l'entreprise venait avec son robot et leur a dit, ben, pour avoir tel niveau de certification, on a besoin de 5000 données. Et là, visiblement, ils étaient déjà dans un processus d'investissement assez lourd. Et c'est une entreprise de détection des défauts qui leur a dit, voilà, on vous livre le robot et vous avez besoin d'autant de données pour que le robot soit bien ajusté. Mais sur plein d'autres problèmes, ils étaient encore dans une phase très exploratoire. Donc voilà, et quel niveau de confiance on va mettre? C'est est-ce qu'on laisse le robot Pour moi, il y a une question. Alors, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat, donc je vais m'arrêter là. Mais dans la question de confiance, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on délègue à l'IA. Donc voilà, dans le LM, voilà, Laurent, on peut avoir des systèmes totalement autonomes. Si on pense au robot rover sur Mars, il doit quand même faire plein de choses tout seul. Est-ce qu'on va avoir un moyen de post-vérification? Est-ce qu'on laisse l'expert sur la machine et ce qu'on demande à l'IA, c'est de gagner du temps? Est-ce qu'on va laisser l'IA faire toute seule? Donc, se pose le problème dans les voitures autonomes aussi. Et donc, la question de confiance est intrinsèquement liée à comment on va utiliser l'IA. Ça veut dire qu'en bioéthique, il n'y a jamais une IA qui va décider toute seule. Par contre, Siemens intègre déjà plein d'outils d'IA dans leur analyse d'images de radiographie. Mais à la fin, c'est le médecin qui est le juge de paix. Donc, c'est l'expert métier qui est le juge de paix. Ce n'est pas la machine de Siemens qui va faire le diagnostic uniquement. Donc, il y a cette question-là aussi, en fait. Et donc, voilà. Et tout dernier point, comme je disais, donc mon exemple d'ArcelorMittal, c'est si on veut maîtriser quelque part, à partir de données, une quantification d'incertitude, ben le problème, c'est qu'il va aussi souvent falloir aligner les données. Donc, il va falloir tester le système. Alors, est-ce que c'est en fantôme, comme dans les Tesla ou pas, je ne sais pas. Mais, à mon avis, il y a aussi immanquablement une période de est-ce que le système fonctionne ou pas? Parce que la confiance, elle peut aussi passer par là. Pourquoi les gens montent dans des avions actuellement? C'est pas parce qu'ils connaissent tout à la mécanique des fluides. Moi, j'en fais encore des cauchemars. C'est parce que il y a des millions d'avions qui volent tous les jours et il y a, mine de rien, assez peu d'accidents. D'accord. Et du coup, tu anticipes un peu une question que, en fait, si on résume, donc du coup, la confiance, ça peut passer par l'explicabilité et la transparence, dans une certaine mesure. Il y a aussi une part de responsabilisation qui est qu'est-ce qu'on veut déléguer à la machine. Et il y a quand même dans cette machine de l'IA, que ce soit de l'IA de LLM ou que ce soit de l'IA plus classique, prédictive ou clustering, il y a une notion de... Excusez-moi, il y a les pompiers qui passent à côté de moi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et j'ai l'impression. Problème d'habitude dans les grandes villes. Voilà. Donc, je disais, il y a le sujet de la responsabilité et puis il y a aussi le sujet de la quantification d'incertitude. Mais tout ça, ça sous-entend aussi que, en fait, on ne maîtrise jamais tout de bout en bout. Et donc, du coup, la question que je voudrais poser, parce qu'on nous l'a souvent posée parmi les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, mais aussi les jeunes chercheurs se posent cette question-là, c'est à partir de quand, quel est le contexte où c'est acceptable, où cette incertitude est acceptable, d'après vous, ou d'autres où ce ne l'est absolument pas. Donc, on a bien entendu la bioéthique, la médecine, mais vous, est-ce que vous avez, au-delà du domaine d'application, des recommandations, des préconisations sur à quel moment il faut dire à quelqu'un, mais faites attention quand vous utilisez une IA. Faites attention, même si vous avez 90% d'accuracy, même si vous avez une explicabilité la plus intelligible du monde, est-ce qu'il y a des questions comme celle-ci qu'on peut vous poser ou que vous vous êtes déjà posées? Ou est-ce que vous, en tant que chercheur, tout simplement, il y a un jour, vous avez eu tous les feux ouverts et vous vous êtes dit, là, non, c'est pas bon? Alors, moi, en fait, il y a l'IA Act. En fait. Il est pas mal fait. C'est-à-dire que, en fait, des conseils éthiques, des gens ont réfléchi à ce qui est intéressant ou pas de faire, ce qui est possible de faire, et notamment ce qui est intéressant dans l'IA Act. Ça peut paraître comme ça un gros machin, hein, mais en fait, c'est assez pragmatique. Et c'est assez bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont inacceptables, ils sont listés. Il n'y en a pas énormément. Inacceptable, ça veut dire que la décision finale doit être faite par un humain. En tout cas, l'IA peut être interdite. Hein. Donc, il y a des risques, il y a des choses qui ne sont pas autorisées en haut risque aussi, qui sont notamment dans l'éducation. On l'avait vu lundi, ça avait surpris. En fait, on ne peut pas profiler les élèves avec de l'IA. On peut pas, voilà. Donc, il y a tout un tas de barrières, et ça, c'est hyper important de les respecter. Et je veux dire, c'est une loi qui fait prendre conscience en fait des risques,
et qui est bien maîtrisée avec l'innovation. C'est-à-dire, voilà, elle met en avant la responsabilité au final, qui est responsable de la décision. Et finalement, cette explicabilité, il faut faire attention quand même, parce que il y a des vraies explications ou des fausses explications, c'est-à-dire qu'on a des systèmes IA qui vont produire des explications qui ressemblent à des explications, mais qui sont montrées comme n'étant pas les explications intrinsèques de la décision. Donc, c'est vraiment problématique. Et donc là, il faut vraiment aller voir la loi. Mais c'est intéressant, enfin vraiment. Et il y a des moyens d'y aller sans lire le document. On peut lire des résumés, des éléments là-dessus. Des résumés faits par ChatGPT? Non, il y a des boîtes. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Oui, non, il est bon là-dessus, mais il va y avoir des audits, il y a des boîtes de conseil, alors il faut faire attention dessus, mais typiquement, si vous voulez utiliser des IA, il va falloir se doter d'une sorte de board qui va aller regarder si c'est conforme à la loi. Voilà, mais dans la plupart du temps, ça va être assez facile à faire. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Ikram, je voudrais dire qu'il y a des systèmes qui se veulent totalement vérifier. Alors, il y a toujours des hypothèses. Derrière tout système, il y a un ensemble d'hypothèses. Mais si on prend l'IA par règle logique, etc., son but, c'est vraiment d'être complètement vérifiable. Après, il y a souvent, plus on est exigeant envers la vérifiabilité et la certitude du système, plus c'est coûteux. Ça, il faut en avoir. Plus c'est coûteux en termes de modélisation, plus c'est potentiellement coûteux en termes de calcul, et il y a souvent peut-être un compromis à faire. Là, je vois qu'il y a Julien qui nous pose une question. Après, je dirais que ça dépend je pense en tout cas que moi, ce que j'ai vu souvent, c'est nous, en tant qu'académiques, on voit souvent des très bons résultats pour certains algorithmes. Et là, par exemple, je parlerai d'une collaboration qu'on a dans l'équipe avec Delta 4, qui est quelqu'un qui fait des culasses de moteurs globalement, enfin, ou qui travaille sur les moteurs. Je ne sais plus si c'est les culasses, mais peu importe. Et donc, on va avoir beaucoup de papiers qui disent moi, mon algorithme, il reconnaît très, très bien les défauts et ça va donner sur un ensemble de benchmarks de très bons résultats. Je pense que les exigences qu'on peut avoir, c'est quelque part, c'est des exigences de performance sur site. Parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les algorithmes qui peuvent très bien fonctionner sur des benchmarks connus de la littérature, une fois qu'on va les mettre en conditions réelles, où les hypothèses sont moins, ou les hypothèses idéalisées sont moins vérifiées, souvent ces algorithmes potentiellement ils se cassent la gueule. Moi, j'ai vu ça sur aussi une application agronomique où, quand on passait sur un champ, ça reconnaissait très bien les adventices ou les mauvaises herbes. Et dès qu'on passait à un autre champ qui était sous d'autres conditions, etc., les garanties statistiques, elles se fracassaient un peu la tête. Et je pense que ce qu'on peut demander a priori aussi, c'est mais quelle garantie vous donnez en termes de soit de vérification, quelle garantie est-ce que votre système il va me donner des... Alors ça dépend de nouveau, ça dépend si on veut, on parlait du résumé, ça dépend si on veut un chatbot qui va nous permettre de gagner du temps sur de l'écriture de choses, qui va nous permettre de gagner du temps sur un certain nombre de tâches où on va quand même pouvoir la vérifier, ou à la fin, c'est quand même l'opérateur qui va... Est-ce qu'il y a un gain de temps de l'opérateur? Mais est-ce qu'à la fin, c'est l'opérateur qui va quand même vérifier? Donc ça peut être une première demande. Et ensuite, sur des prédictions, on peut se dire, OK, est-ce que votre modèle, il est calibré? Et la notion de calibration en IA, ça a un sens. Ça veut dire, comme on disait précédemment, ça veut dire quand je vous dis que je reconnais 99% des défauts, voilà, je parlais de faux négatifs, faux positifs, ça veut dire que j'envoie pas trop de fausses alarmes et que j'ai assez de vraies alarmes, par exemple. Et que quand je vous garantis ces taux-là, je suis prêt à m'engager là-dessus. Ça veut dire que je suis prêt à vous dire, on regarde a posteriori, on regarde ensemble, vous l'utilisez pendant un moment. Je pense que voilà, les gages de sérieux, c'est des gens qui vont venir chez vous et qui vont vérifier que le système il marche sur vos conditions de terrain. Et ça, c'est pas garanti. Et moi, j'étais encore avec un collègue, alors Thomas Polacek, que Laurent connaît peut-être, qui est à l'ONERA à Toulouse, et qui dit voilà, moi, quand je vais chez Airbus, je passe une semaine chez Airbus pour comprendre leurs problèmes.
et je leur dis pas que je leur donne une solution clé en main qui va être magique à peu de frais, quoi. Je pense que le suivi, pour rebondir, il y a le suivi aussi. C'est-à-dire que souvent dans les modèles, il y a l'installation, ça peut marcher pendant une semaine, mais au bout d'un mois, il y a une dérive en fait qui peut se produire pour des capteurs qui dérivent, etc. Donc en fait, il faut aussi surveiller le suivi de la qualité et vraiment voir ce que ça donne en pratique à long terme. Oui, complètement. Normalement, dans le domaine du développement logiciel, lorsqu'une entreprise vend un service ou que ce soit l'accès à un logiciel à distance avec des licences ou un software qui est installé chez l'entreprise en elle-même, il y a toujours de la maintenance, du suivi. C'est inclus, c'est censé être inclus là-dedans. Donc, effectivement, l'IA devrait suivre ce même process classique de commercialisation et ce type de choses, avec peut-être un peu plus de vigilance. Pourquoi je dis ça? Parce que de ce que je comprends, il va probablement y avoir des compromis à faire entre la réponse, la solution qui va permettre de répondre à 100% à la problématique métier et le compromis entre l'explicabilité qu'on peut avoir pour avoir cette confiance-là et la robustesse. Ou est-ce que je me trompe et est-ce qu'on peut avoir tout? 100% de confiance, 100% de robustesse et une réponse à une bonne expertise métier. Ça dépend de la tâche. Si c'est une preuve mathématique, si votre problème c'est de trouver une preuve mathématique, vous pouvez imaginer une IA qui va faire une preuve mathématique et elle sera à 100% sûre. Voilà, ça on sait faire. Si votre problème c'est de détecter des chatons ou des chiens sur une vidéo, vous n'aurez jamais 100% parce qu'il y aura toujours un cas particulier, un mauvais éclairage, etc. Après, la question qui va se poser aussi, c'est la comparaison avec les performances humaines. Il y a tout un tas de tâches où en fait tout ce qu'on va chercher à faire, c'est pas avoir 100%, c'est atteindre la performance d'un humain. Alors après, ça suppose de maîtriser exactement la comparaison. Par exemple, en radiologie, sur certaines tâches, on a des IA qui ont la performance d'un humain. Sauf qu'en fait, quand c'est déployé dans les hôpitaux, eh ben, les radiologistes disent « ouais, mais c'est pas exactement, ça rentre pas dans notre vocabulaire vraiment, ça rentre pas dans notre façon de faire ». Donc, à partir du moment où vous allez comparer une tâche avec un humain pour essayer de voir si l'IA peut le remplacer, ça veut dire que vous spécifiez exactement une tâche. Et en fait, dans le monde réel qui est plus compliqué, qui évolue en permanence, finalement, cette mesure peut ne pas être représentative. Ouais. Je pense que, oui, comme dit, alors je sais plus quelle citation de qui disait une fois que les mathématiques, tant que les mathématiques s'intéressent au réel, elles peuvent être justes, et dès qu'elles s'intéressent au réel, elles peuvent pas être justes. C'est pas totalement vrai, je pense, mais c'est pas totalement faux non plus. Et je rejoins ce que tu dis. Ça veut dire que je pense que si vous n'avez pas d'expertise dans votre société, l'idée, c'est effectivement d'avoir aussi un contrat d'accompagnement. Et je pense que ça va aussi dépendre de ce qu'on va demander à l'IA. Laurent parlait des radios. Et effectivement, il faut savoir que l'IA, elle va se baser principalement sur les données de la statistique. L'être humain, il va aussi se baser sur des cas exceptionnels. Enfin, en général, on peut pas dire que l'IA raisonne comme un humain. C'est pas encore le cas. Je ne sais pas si ça sera le cas un jour, mais c'est définitivement pas le cas aujourd'hui. Donc, du coup, les principes de raisonnement qui vont l'amener à prédire telle ou telle chose sont pas du tout les mêmes que les principes de raisonnement que nous, on va mobiliser et qu'on connaît somme toute assez mal. En tout cas, bon, on a beaucoup de neurologues qui s'y intéressent, mais je pense que le parallèle entre les réseaux de neurones de l'IA et les réseaux de neurones qu'on a dans la tête est quand même très faible. Il ne faut pas penser que c'est la même chose. Et donc, je pense que ça dépend comment mais je pense que dire, voilà, c'est facile. On peut dire, je veux 99% ou je veux 90% de bonne reconnaissance de cas pathologiques, de vérifier sur les données qu'on observe sur le terrain, qu'on a ou pas ou ça, et de dire, OK, mais et de pouvoir revenir vers la personne qui le dit. Après, si on utilise l'IA comme un assistant, moi je pense au médical notamment, mais si on utilise l'IA comme un assistant, c'est là aussi que les mécanismes d'explication, alors là, faut qu'il puisse être vertueux, hein, faut pas juste qu'il soit une excuse pour répondre à une norme. Alors, c'est très bien qu'on ait des normes, parce que les normes, elles obligent à être un peu vertueux quand même, c'est quand même leur objectif. Donc l'IA est très bien dans ce sens-là. Je pense que c'est là que les moteurs d'explication ou les moteurs peuvent aider éventuellement à non plus se dire, OK, l'IA s'est trompée ou je ne suis pas d'accord avec l'IA, ce qui peut arriver, mais justement, tous ces moteurs-là, un peu logiques ou un peu d'explication, ils peuvent nous dire, mais j'essaie de comprendre pourquoi le modèle s'est trompé. Et ça, je pense que c'est intéressant dans l'utilisation de l'IA comme un assistant.
Donc, est-ce qu'on peut résumer ce qu'on vient de se dire comme étant, pour mettre en place une IA, peut-être que la phase la plus importante, c'est vraiment préciser le besoin et préciser la tâche. Et donc, les risques. Est-ce qu'on peut se dire que peut-être que se poser ces questions de risque en premier permettra de mieux driver le choix par la suite technique, les choix techniques qui permettront à la fois de poser des questions d'explicabilité et de robustesse? C'est un peu lié. Tu vois, l'IA Act, on avait la journée, je reviens dessus, mais c'est une approche par risque. Donc, évidemment, il faut, en fait, très clairement, il y a plein d'endroits où ça va être très bénéfique. Mais oui, en fait, avec le risque, en fait, ce qui se passe, c'est que la société, les entreprises, la commercialisation, on a appris à gérer le risque. Et derrière le risque, il y avait des humains. Et donc, ou des sociétés. Et donc, dans la loi, on a appris à réparer en fait des erreurs. On a un système législatif. Si jamais il y a une erreur, si vous êtes victime d'une erreur, vous pouvez vous retourner contre soit une personne, soit une entreprise qui peut être une entité morale et qui va être jugée en fait pour savoir s'il y a une faute. Donc, il y a cette idée de client et de garantie de s'il y a une faute, ok, vous pouvez en pâtir, mais on a une acceptation sociétale de la faute du fait de la réparation ou de l'étude de la responsabilité. Et ça échappe un peu avec l'IA, où en fait, celui qui est dans le 1% de chance, en fait, d'où vient en fait la responsabilité du fait d'être dans celui qui n'est pas dans les 99%. Voilà. Donc, à qui va réparer en fait? Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et encore une fois, je reviens sur l'IA, mais c'est prévu. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer. Il y a un philosophe des sciences, c'est Floridi, qui propose de faire un peu comme les entreprises, c'est-à-dire que les IA soient des agents moraux et soient susceptibles d'être sur lesquels on va enquêter. Donc, on va pouvoir aller tracer la chaîne de responsabilité d'une décision pour essayer de trouver soit les entreprises qui ont codé l'IA, soit les entreprises qui l'ont déployée, soit la personne qui a mal documenté l'IA du fait de l'erreur, soit la personne qui a utilisé une IA avec 1% de chance d'erreur sur un cas où l'erreur est inacceptable. Donc, en fait, c'est vraiment vivre en société avec des systèmes qui sont nouveaux et qui posent des nouveaux défis. Mais qui sont positifs, hein. Pardon, je veux dire, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que, en fait, il va y avoir des erreurs qui n'auraient pas eu lieu avant, mais en fait, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, ça va produire des choses qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent et qui sont positives. Okay. Je crois qu'il y a quand même plein de promesses sur ce que ça peut faire, mais effectivement, dans ta question sur le cahier des charges à établir, ce qu'on voit souvent, c'est effectivement des personnes qui ne sont pas forcément experts du domaine. Moi, j'ai vu des entreprises où parfois, alors plutôt des grosses entreprises, mais où on était bombardé, responsable de l'IA ou du digital, alors que les 30 dernières années, on a fait de la méca ou de la chimie, quoi, et qu'on s'intéresse un peu à l'informatique. Donc, ça ne remplace pas une expertise de 20 ou 30 ans. Je pense qu'il faut, alors je ne sais pas combien de gens nous écoutent là, hein, mais les universitaires, ils peuvent servir entre guillemets, mais en tout cas, nous, on est des experts pas trop chers, et on a l'avantage d'être des experts pas trop chers, et quand on n'a pas d'outils à vendre, on a l'avantage d'être des experts neutres. Donc, ne serait-ce que pour une entreprise, ça vaut peut-être la peine de se tourner, j'ai envie de dire, vers les universités ou les écoles pour dire, OK, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience que c'est pas juste en fournissant des données qu'on va pouvoir comprendre le problème et éventuellement dire dans quelle mesure telle ou telle chose est réalisable, qu'est-ce qui nous semble difficile dans votre cas, etc. Donc là, je rejoins un peu la question de Julien qui s'est lancé en premier là sur les questions. C'est on peut nous aider sur le côté technique. Laurent et moi, on est plutôt informaticiens, donc on est plutôt sur les techniques de l'IA, à dire quelles sont leurs limites, quelles sont leurs potentialités, qu'est-ce qu'on peut vérifier facilement et qu'est-ce qu'on peut vérifier difficilement. Maintenant, je rejoins sur le côté légal. Moi, je vois qu'on travaille actuellement avec une juriste, Ingrid Dumont, qui s'intéresse à tout ce qui est cadre juridique pour l'IA, et quand est-ce qu'une IA est responsable, qu'est-ce que veut dire une IA explicable. Bon, toi, Ikram, tu as dû aussi travailler sur ces aspects-là.
Et clairement, par exemple, si je veux un cahier des chartes, nous, on pourra donner les spécifications techniques. Si vous voulez des réponses sur le côté plus juridique de la chose et comment je vais pouvoir encadrer un contrat, comment je vais pouvoir éventuellement me retourner, là, c'est plus un juriste qui va pouvoir répondre à la question. Alors, un juriste un peu au fait d'IA Act, mais clairement, Laurent, lui, c'est plus renseigné que moi, mais ni lui ni moi ne sommes des juristes. Donc nos connaissances ne sont pas celles d'expertise acquises durant des dizaines d'années. Effectivement, il faut vraiment pas hésiter, s'il y a un des messages à faire passer aujourd'hui, à se rapprocher des différentes partenaires publics qui n'ont pas vocation à vendre de services, qui ne sont pas techno-push, qui ont vocation plus à être des collaborateurs ou des partenaires neutres pour se renseigner. Il y a des instances, les EDIH, pour revenir à ce qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui, qui accompagnent les entreprises. Et je voudrais juste revenir sur ce qu'on vient de se dire. En fait, je voudrais souligner le fait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'IA était très cloisonnée à un domaine technique, des problématiques techniques avec des gens en face qui sont un profil technique avec lesquels on peut dialoguer. L'IA générative a créé un changement de paradigme parce que l'on soit technique ou pas, on a tous eu un outil qu'on peut questionner qui peut nous aider. Les médecins qui se posent des questions sur des diagnostics, j'en ai vu qui ont pu regarder vite fait qu'est-ce que l'IA générative pouvait leur proposer comme diagnostic différent. Et tout d'un coup, tout ça, ça a été petit à petit structuré avec l'AI Act. Donc, on voit bien qu'il y a eu un cheminement depuis le domaine, une ouverture de choses très techniques vers des problématiques sociétales, des problématiques juridiques. Et là, du coup, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais de tout ça, quid de l'humain? Comment on peut accompagner les humains, parce que les entreprises, ce sont des dirigeants, des opérateurs de chaînes de production, ça va être des commerciaux, ça va être des médecins, des infirmières, enfin voilà, c'est des individus qui se retrouvent, eux, face à tout ça. On parle de robustesse, on parle de confiance, on vient de dire qu'en fait, on n'aura jamais 100% de robustesse, 100% de confiance. Comment on peut les accompagner? Quelles sont les préconisations que vous pouvez voir, ou aussi le retour de terrain? Donc nous, côté dynamique, on vient de faire les journées IA dignes de confiance. On a eu une infinité de questions à laquelle certains on a pu répondre, d'autres on n'a pas pu répondre par manque de temps. Mais concrètement, on voit bien qu'il y a un sujet aujourd'hui. La société s'inquiète, les individus s'inquiètent. On a parlé un peu plus tôt, on a utilisé une expression qui n'est pas forcément voulue, mais c'était plus par raccourci de langage, remplacer l'humain ou assister l'humain. Comment on fait aujourd'hui? Quel est le dialogue qu'on peut mener ou quelles sont les actions qu'on peut mener pour accompagner ces personnes-là face à ce changement? Aujourd'hui, on vit une époque qui change. On parle de changement positif, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes négatives. D'inquiétudes, d'ailleurs. Ouais, moi, je veux bien... Ouais, alors là, dans cette question, ça revient effectivement sur les assistants personnels et l'IA générative textuelle. Donc, c'est un contexte très particulier. Ce contexte-là, il n'était pas attendu. Ce n'était pas une feuille de route. C'est-à-dire que ça a 6 ans, la techno a 6 ans. OpenAI, qui l'a créé, avait pas du tout ça dans ses cartons. Il travaillait sur autre chose, sur des systèmes qui exploraient les possibilités de manière formelle avec des Monte Carlo Research, enfin, tout un tas de trucs. Et tout d'un coup, ça a émergé et ils ont mis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un budget énorme et ils continuent pour essayer de monter à l'échelle. Pour que quelque chose émerge au bout d'une certaine complexité. Ce qui a émergé, c'est ces agents conversationnels. Et ces agents conversationnels ont été conçus pour imiter une conversation entre un humain et un assistant. Donc, ce sont des humains qui ont répondu à des questions et qui ont montré comment il fallait faire. Et c'est pour ça qu'ils ont cette certitude, parce qu'ils sont faits pour imiter une discussion entre un humain et un assistant. Alors, ils ne font pas que imiter, ils peuvent créer aussi des nouvelles conversations, etc. Donc, c'est super intéressant, mais c'est nouveau. On n'est pas armés, nous, pour voir une discussion entre un humain et quelque chose qui n'a pas d'intention, qui n'a pas d'incarnation. C'est la première fois qu'on est devant ça. Donc, il va falloir un peu de temps pour s'habituer. Peut-être que ces assistants vont être moins humains, c'est-à-dire qu'on va les forcer à répondre de manière robotique, avec peut-être des pourcentages de chance sur des éléments, pour essayer de mettre en évidence le fait qu'ils ne sont pas porteurs de sens et pas porteurs d'intention dans une discussion. Et par rapport aux entrepreneurs, un des dangers qui peut être à l'heure actuelle, c'est qu'aujourd'hui, vous discutez avec ChatGPT et en 10 minutes, il vous fait un plan de financement d'une nouvelle startup avec une super idée, il trouve ça génial ce que vous êtes en train de faire,
Or, derrière, c'est n'importe quoi. Et donc, ça va être la même chose. Vous voulez vous équiper d'IA, vous dites j'aimerais bien construire un truc, une chaîne de production, et il va vous faire des plans d'implantation de la chaîne, un financement, un revenu sur investissement, et ce sera faux. Il n'y aura pas de responsabilité derrière. Et donc là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque de prendre la discussion pour une intention et pour un vrai conseil, alors que c'est juste un miroir, c'est juste un peu, quand on joue tout seul au tennis contre un mur, c'est quelqu'un qui vous renvoie la balle et qui discute avec vous. Et c'est fait pour maturer des idées. Et voilà, ça peut être super utile. Hein. Moi, je l'utilise en sciences, mais il faut vraiment s'armer de précautions face à cette techno qui est complètement contre-intuitive. Et on n'arrive pas à lire de texte sans mettre une intention dans l'interlocuteur qu'on a. Or là, il n'y en a pas. Donc, il va falloir qu'on se forme, nous, à ça. Ok. Je crois qu'effectivement, il y a des potentialités énormes, comme Laurent l'utilise aussi. Et effectivement, on est beaucoup moins bon, on est beaucoup plus long en tant qu'être humain à s'adapter socialement à une nouvelle chose qu'à s'adapter techniquement à une nouvelle chose. Et on vit une époque où, effectivement, j'en parlais avec un autre collègue philosophe, c'est que quand on a dû s'adapter à la voiture ou qu'on a dû s'adapter, on va dire, aux changements qu'apportaient des nouvelles technos, voilà, comme la voiture, comme l'avion, etc., on a eu globalement des dizaines d'années avant qu'il y ait une nouvelle rupture technologique qui nous demande, voilà, pareil pour les ordinateurs portables. Et là, on vit des périodes où l'adaptation sociale, elle a toujours le temps dont elle a besoin. Et on a des technologies qui évoluent beaucoup plus rapidement qu'avant. Et après, c'est vrai que, oui, ça génère... en fait, je pense que si on veut vraiment, comme dit Laurent, ça va toujours générer quelque chose. Ça va générer des choses plus ou moins convaincantes. Moi, je l'utilise pour faire du prototype de code. Je l'utilise aussi pour faire de l'extrapolation de recherche, de la recherche vidéo, parce que ça va aussi maintenant. Les nouveaux moteurs vont chercher sur le web, donc ils vont chercher de l'information. Ils essaient d'être un peu plus factuels, même s'ils n'ont toujours pas de garantie d'être factuels. Donc, les améliorations sont bluffantes. Et comme a dit Laurent, c'est totalement hors de notre feuille de route. On bat un champion de Go en 2016, quand on a vu le champion de Go, Licidol, se faire battre par un algorithme. Les gens du LAMSAD, Tristan Cazenave, qui était l'expert en jeu, c'était bluffant. On ne s'y attendait pas du tout. Donc, effectivement, on navigue un peu à vue. On essaie de faire des choses comme l'IA Act. On essaie de mieux comprendre. Mais l'adoption va plus vite que la compréhension. Donc, c'est un peu... Et après, je pense que du côté industriel, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on veut. Si c'est pour, il y a des choses, on a besoin de post-vérification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT pour faire un plan de financement, il ne faut pas utiliser ChatGPT pour faire de la compta. Vous utilisez votre ERP habituel, mais on peut très bien l'utiliser effectivement pour avoir des idées, pour accélérer le codage. Des collègues qui font des sites web, ils accélèrent le codage, mais ils ont l'expertise nécessaire pour post-vérifier ce que leur dit le LLM. Et je pense que si on veut l'utiliser pour une application un peu critique, et c'est le message que j'envoie moi aussi quand je fais des interventions au lycée, tous les lycéens utilisent maintenant ChatGPT. Ouais. Quand je demande qui utilise l'IA, on a une armée de bras qui se lèvent. Et pourquoi pas? C'est quand même un outil qui est assez formidable, moi je trouve. Mais ce que je leur dis, c'est voilà, si vous voulez pas qu'il y ait d'erreur dans votre devoir, le seul moyen, c'est de le lire ensuite et de recouper vos informations. Alors, pour l'éducation, c'est encore un autre problème. Voilà, donc là, on est encore plus... non, mais c'est un vrai souci, parce que quand on a la connaissance, on peut l'utiliser très positivement. Quand on ne l'a pas et qu'il faut faire un effort pour l'acquérir, il vous donne l'illusion de savoir faire quelque chose. Il vous donne l'illusion de savoir écrire un livre. Voilà. Il vous donne l'illusion de savoir écrire un article scientifique. Il vous donne l'illusion voilà, en fait, et il crée un attachement, c'est-à-dire qu'il est créé pour vous dire est-ce que tu veux que je fasse ça? Ok, ça c'est une bonne idée, si tu veux, je vais aller plus loin, est-ce que tu es d'accord pour que j'aille plus loin, est-ce que tu veux, etc. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Et pour répondre peut-être à la question de Julien qui nous demande si, quand LLM produit du raisonnement, en fait, avant de produire une décision, est-ce que je peux avoir un peu plus confiance? Non, pas plus, ça ne change rien. Et de la même manière qu'un LLM qui va chercher des informations sur Internet et qui cite ces informations, on ne peut pas avoir confiance. Il n'y a absolument aucun lien. On peut la renforcer un petit peu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec l'utilisation du raisonnement pour les LLM, c'est que ça renforce leur taux de précision et d'exactitude dans les réponses.
Néanmoins, il a été montré que parfois, le raisonnement est faux, la réponse est vraie, ou que la réponse est fausse, et pourtant le raisonnement était vrai. Donc, en fait, cette production du raisonnement n'est pas en lien avec la qualité. Ce qui se passe, c'est que en fait, ces agents conversationnels jouent un rôle. Donc, ils écrivent la suite d'un roman pour lequel vous avez écrit le début. Ce début de roman, c'est vous qui l'avez écrit, ou c'est les OpenAI, etc. Donc, il dit, dans ce roman, on va avoir une discussion entre un assistant, machin. Donc, il poursuit un livre virtuel. Et en fait, il se trouve que si dans ce livre, vous dites, voilà, mon mathématicien, il va d'abord réfléchir au problème, puis après donner la solution, en fait, statistiquement, il a plus de facilité à produire une vraie réponse. Et en plus, ça lui permet aussi, c'est l'idée de base, de décomposer votre problème en sous-problèmes pour arriver à construire doucement en fait une réponse. Donc il ne faut pas croire à l'explication, pas plus qu'à la réponse. Mais il se trouve que ça les rend quand même plus robustes quand même de faire ça. Et c'est les progrès ces derniers mois. Hein, quand aujourd'hui vous utilisez un chatbot, vous voyez comme il réfléchit. Enfin, il dit qu'il réfléchit, mais il produit en interne des pages et des pages de réflexion par rapport à votre question. Et avant de produire une réponse. Et c'est assez drôle de le voir. Vous avez un outil comme DeepSeek qui explique, en fait, qui vous montre ce qu'il est en train de réfléchir, et on voit qu'il part dans tous les sens. Enfin, c'est n'importe quoi. La réflexion qu'il produit, c'est des pages et des pages de « OK, il m'a dit ça, alors je vais faire ça, ouais, mais d'accord, mais là, dans ce cas-là… » En fait, c'est assez drôle à voir. Ouais. Je pense qu'il faut, la réponse de Vincent, donc je pense qu'il faut, enfin, moi je fais toujours la distinction, et je pense qu'elle est pertinente dans une certaine mesure, alors comme toute distinction elle a ses limites bien sûr, comme toute taxonomie, mais moi je ferais vraiment la distinction entre l'IA prédictive, dans laquelle on va lui demander de produire, d'essayer de dire ok, qu'est-ce que la réalité que je vois, et du coup on peut la confronter à cette réalité, de l'IA générative, où le principe de l'IA générative c'est de générer des choses plausibles. Elle le fait très bien, c'est hyper bluffant. Les progrès derniers nous montrent que c'est quand même assez fantastique. Moi, récemment avec un collègue, alors c'est pas moi, c'est le collègue qui l'a utilisé, mais il l'a utilisé pour essayer de proposer une théorisation d'une méthode mathématique qu'on fait et de produire une preuve. Alors une preuve assez standard avec de l'entropie conditionnelle, etc. Mais l'IA était plutôt convaincante et fournissait un premier résultat qui était très bon. Mais non, enfin, pour répondre à Julien, voilà, le dernier exemple que j'ai, c'est la question toute bête, c'est est-ce qu'on peut aller de France aux Pays-Bas sans passer par la Belgique? Là, ChatGPT vous dit, ben non, on ne peut pas. Donc sa réponse est fausse, manifestement logiquement fausse. Mais il dit parce que la France et les Pays-Bas n'ont pas de frontière commune. Donc si on veut y aller terrestrement, il faut absolument traverser la Belgique. Donc en fait, les informations, sa réponse est fausse, mais les informations factuelles et le raisonnement qu'il donne contient que des informations justes. C'est vrai qu'elles n'ont pas de frontières communes. Et après, si on lui redemande, réfléchis bien à la question, là, il va chercher sur Internet, éventuellement, il va interroger un site, la SNCF, ou que sais-je, ou Trendline, il va dire, ah, mais ok, j'ai trouvé un trajet où factuellement, je ne passe pas par la Belgique, et il va y arriver. Mais ça prouve, ça prouve bien que quelque part, oui, ils vont faire semblant, ils font de mieux en mieux semblant. Si on leur donne du contexte, et plus on leur fournit de contexte, plus ils vont savoir où aller chercher ou comment aller chercher. Alors, j'ai pas essayé DeepSeek, donc j'ai pas vu ChatGPT, c'est moins transparent sur ce qu'il fait. Mistral, je vais jamais poser de questions vraiment très très compliquées. Et donc oui, on peut sans doute adapter un système à ses besoins par les moyens que Vincent mentionne. Ça peut être en utilisant des données qui sont propres, en fine-tunant, comme on appelle ça, donc en spécialisant le modèle avec nos propres données, donc en essayant de l'adapter, éventuellement en le rendant plus petit, donc moins susceptible peut-être de s'égarer dans des choses qu'on ne veut pas, quantifier les incertitudes. Alors de nouveau, quantifier l'incertitude quand on invente des choses, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop quelle est la vérité en fait. On ne peut pas observer les 99% parce que si on lui demande d'inventer un roman, on lui demande d'inventer des choses. Donc ça, c'est des moyens de recours. Après, ouais, sur une IA prédictive, on peut lui demander des garanties de confiance. Sur une IA générative, c'est beaucoup plus dur parce que voilà, de nouveau, il n'y a pas de contrainte de vérité.
il n'y a pas de contrainte il n'y a pas de contrainte de garantie initiale. Alors, ils s'améliorent, donc ils sont de mieux, de meilleurs, ils sont de mieux en mieux pour en donner. Mais elles ne sont pas formelles, elles ne sont pas rigoureuses dans ce sens-là. Et pour répondre aussi à la question de Vincent, c'est un axe de recherche très actif, ça s'appelle le neurosymbolique, notamment. Oui. Alors, il y a différents... Derrière neurosymbolique, il y a plein de choses différentes, mais il y a pas mal d'études où, en fait, le LLM va d'abord, pour répondre à une question, va d'abord la formaliser dans un langage formel, type Lean, type langage de planification, etc. Puis, il va utiliser un outil prouvé, formel, qui est capable de faire des preuves pour produire un résultat. Et ce résultat est redonné, en fait, au LLM à la fin pour lui donner la réponse. Notamment, tout simplement, pour faire un calcul. Je veux dire, ce qui est... En fait, c'est même pas encore d'actualité, mais en fait, si vous lui demandez des grosses additions ou des éléments, il va se tromper. Pour peu que... En fait, ce qui peut arriver aussi, c'est des choses toutes bêtes, comme la virgule. La virgule ou le point, suivant que vous parlez français ou anglais, c'est pas la même signification. Donc, pour peu que vous ayez une phrase qui mélange un peu les langues, eh ben, vous allez vous retrouver avec une virgule qui va séparer les milliers et les centaines de milliers, à une virgule qui sépare, comme en français, les unités des décimales, et il va se perdre. En fait, simplement en mélangeant deux langages, tout d'un coup, les chiffres et les nombres n'auront plus la même sémantique, il va complètement se perdre. Et donc, la solution pour ça, c'est de l'équiper de systèmes de raisonnement, de systèmes de calcul. Mais cet interfaçage est en cours et pas facile. Complètement. On arrive presque au bout de ce beau moment d'échange. Et je voudrais juste souligner quelque chose qui n'a pas été dit de manière très explicite, c'est que vous avez tous les deux dit au tout début que vous étiez enseignant-chercheur ou que vous aviez enseigné ou que vous avez des heures d'enseignement. Et souvent, on oublie de dire, donc c'est venu de manière un peu implicite dans ce webinaire, que en fait, il faut former. On a des compétences de formation, il faut former des gens. Au-delà de former à l'université, il faut quand même dire un grand merci et encenser tous les enseignants-chercheurs en IA qui sont en même temps qu'ils font leurs cours, en train de se former sur tout ce qui se passe actuellement, tous les organismes de formation privés, publics, qui en même temps sont en train de cravacher pour bien comprendre, se maîtriser la technique et en même temps acculturer, faire du grand public, former les experts, les entreprises. Donc, il y a quand même un grand volet formation. Et si je le dis, ce n'est pas juste parce que je travaille à INRIA et qu'on est entre nous, mais c'est aussi parce que parmi le point commun en toutes les préconisations des grandes institutions, Confiance.ai, France.ia, le CIGREF qui est l'association des grandes entreprises et structures en France, conseille de faire de la formation continue, récurrente. Donc vraiment, ce n'est pas du one-shot, c'est régulièrement acculturer les équipes, les former techniquement aussi pour maîtriser le risque et maîtriser justement les outils et l'impact. On parlait d'impact réel dans le chat, mais l'impact réel de ces outils sur leur quotidien, en tant qu'individu utilisateur ou en tant que fournisseur, en tant que développeur de ces outils-là. Christine, est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? On a 1 minute, si quelqu'un, avec plaisir. Si quelqu'un veut poser une dernière question, on la prend. Après, on peut libérer les gens et moi, je peux rester 10 minutes de plus pour répondre aux questions, si vous voulez. Hein, mais s'il y a des gens qui veulent poser des questions, il n'y a vraiment pas de souci. Angelina remercier. Donc, je ne sais pas si... je vois personne pour l'instant qui pose de nouvelles questions. Mais alors, merci du coup, Ikram, de rappeler tout cela. Effectivement, sur ce que tu disais, Ikram, oui. Juste, ouais, je pense que ce qui est important dans nos enseignements, et c'est encore plus vrai pour les gens qui sont au lycée, mais aussi à l'université, aussi pour tous, c'est effectivement de remettre l'esprit, ça remet l'esprit critique au centre du jeu encore plus qu'avant, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il faut... Et je pense que notre rôle de formateur d'esprit critique est d'autant plus important. Exactement. Il y a eu une étude il y a quelques années qui a montré l'effet Google sur la modification de la cognition chez les individus, à savoir qu'aujourd'hui, avant, lorsque Google a été devenu omniprésent, tout le monde fait une recherche Google, on prend les premiers résultats et ça a modifié notre capacité de raisonnement. Il y a eu des études avec des IRM qui ont montré ça et aujourd'hui, il y a des neurologues,
des chercheurs des neuroscientifiques aussi qui se posent la question de l'impact de ces outils d'IA générative sur notre capacité, nos fonctions exécutives qui sont les fonctions de raisonnement. Donc, merci de parler d'esprit critique. C'est essentiel, je pense, aujourd'hui, de prendre le temps, même si la journée est pleine et qu'on a toujours 15 000 choses à faire, de se demander voilà, dans quelle mesure je peux avoir confiance de ce que je suis en train d'envoyer à l'autre bout du monde sur un projet de recherche à mes équipes, à mes collaborateurs. C'est vraiment important. Et donc, j'ai juste une petite dernière question qui est vraiment le mot de la fin. S'il y avait un mot de la fin, un takeaway message, un message à emporter que vous souhaiteriez partager sur ces questions de robustesse et de confiance, ce serait quoi? Je vais commencer, c'est un mot. Place, en fait, c'est la place de l'humain. Pardon. En fait, pardon, je vais les expliquer. C'est-à-dire que, en fait, là, pour l'instant, on subit notre place par rapport à l'IA parce que c'est une innovation. Et il faut renverser ça pour réfléchir à la place qu'on souhaite et construire en adéquation un outil qui renforce ce qui fait de nous des humains. Donc, c'est place. Super. Merci beaucoup, Laurent. Sébastien? Ouais, ben, écoute, moi je vais dire recul parce que je peux plus dire esprit critique qui est 2 mots du coup. Mais je pense effectivement qu'il faut... tu parlais de techno-push. C'est vrai que les gens qui interviennent beaucoup sur l'IA, je trouve médiatiquement, c'est effectivement plus open, c'est plus OpenAI que les chercheurs, si tu veux. Et moi, j'aimais bien cette tribune qui disait, OK, OpenAI qui défend l'IA, c'est un peu comme Marlboro qui défend la cigarette, si tu veux. Il faut quand même faire attention au discours. Je pense que c'est des outils qui ont des promesses fantastiques, qui génèrent des craintes, je pense, aussi légitimes, qui génèrent de l'enthousiasme qui est tout aussi légitime. Et je pense qu'il faut, ouais, comme disait Laurent, la place de l'humain. Et donc, je rejoins sur le recul et sur la place de l'humain, je pense qu'il faut aussi s'en emparer en tant que société. C'est-à-dire que là, l'IA, elle sort des labos, elle n'est plus que dans la machine à laver, parce que dans les années 70, elle était quand même dans la machine à laver dans les métros. Et donc, il faut s'en emparer en tant que question sociale. Mais ça prend plus de temps de s'en emparer en tant que question technologique. Effectivement. Voilà. Et sur les formations, là, j'ai pas trop de réponses, parce que là, je dirais que il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, comme partout, quoi. On a une très bonne formation continue, à NSERB Mathmeca ou Bordeaux NP, formation continue en IA. Voilà, il y a encore des places pour la session qui débute en janvier. Alors, il y a une question sur des experts. Justement, Laurent, il y a une question sur un Miguel qui est intervenu là-dessus. Il voudrait plus d'infos. Je ne sais pas si vous en parlez tout de suite sur les formations. Donner un lien peut-être. Ouais, alors oui, vous faites NSERB. Alors, c'est à l'NSERB Mathmeca, c'est la formation continue. Donc, on a 2 formations, cybersécurité et IA. Et IA, c'est une formation qui peut être prise par module, mais qui est plutôt faite pour délivrer un diplôme d'établissement. Donc, c'est l'équivalent du DU, mais pour les écoles d'ingénieurs, en expert IA. Et donc, il faut savoir un peu programmer en Python, un tout petit peu, pas être allergique à l'algorithmique. Mais on va très loin, en fait, et c'est censé vous donner les compétences pour comprendre quel outil utiliser, voire l'adapter à votre métier une fois que vous l'avez récupéré. Donc, ça va peut-être vous donner le recul nécessaire pour justement juger de la pertinence d'un outil vendu pour le comprendre, en fait. Voilà. Donc, c'est 3 jours par mois pendant 6 mois et ça délivre un diplôme d'établissement. Sinon, je vais faire de la pub, mais oui. c'est le moment pub. non, mais je pense que alors moi, je suis pas pilote de ces formations-là. Je participe à l'une d'entre elles, mais le CNRS a aussi tout un panel, alors notamment certains donnés par des équipes à Toulouse. Le CNRS a tout un panel de formations continues qui sont plus ou moins focalisées, plus ou moins à destination de différents publics. Donc c'est aussi une possibilité qui est bien. Alors, de toute façon, je recommande l'INP. Je recommande tout à fait le travail de Laurent et des collègues à Bordeaux, où il y a le Labri aussi, qui est un très grand laboratoire d'informatique. Donc il y a certainement une très très forte expertise. Pardon. Et je voulais juste dire pour tous ceux qui, par exemple, ne peuvent plus, comme moi, revenir sur les bancs de l'école et suivre les belles formations qui sont proposées, il faut savoir que le gouvernement français met à disposition un site web que je vous ai partagé qui est FunMOOC,
France Université Numérique, où l'on a des instituts publics, que ce soit le Labri, l'INRIA, que ce soit l'IMT Atlantique, des universités qui dispensent des cours. La certification est gratuite, à l'image de ce que font Coursera, à ce que font EDX, ce type de choses. C'est en français. Et les formations sont pour la plupart gratuites la dernière fois que j'ai regardé. Donc, il faut s'inscrire. Il y a des créneaux où il faut s'inscrire et suivre. Il y a des exercices à faire au même titre qu'un MOOC classique. Mais c'est gratuit, c'est dispensé par nos enseignants-chercheurs et on peut le faire à son rythme. La certification, on l'a à la fin et c'est quand même un outil qui est pas mal. Et puis après, il faut savoir que tous les EDIH font des webinaires gratuits disponibles en replay, donc on peut aussi les revoir, questionner, prendre le temps de prendre des notes et contacter ensuite les enseignants-chercheurs ou contacter les équipes pour en savoir un peu plus. Donc il y a des solutions gratuites pour les gens qui sont déjà salariés, actifs et qui n'ont plus le temps de se former ou de se libérer en semaine. Et il y a pas mal de choses aujourd'hui, au-delà des cours que les grands GAFAM mettent en ligne. Voilà. On peut valoriser l'expertise que nous avons tous en interne au sein de nos universités. Et aussi, donc, également des formations courtes sur mesure. Donc, en fait, il y a plein d'options différentes possibles. Et donc, pour en revenir aux EDIH, c'est vraiment une porte d'entrée pour donner accès justement à des acteurs de la formation sur ces sujets-là. Donc, la moindre question ou la moindre envie d'aller se former, je dirais c'est un bon contact. Donc, c'est pour ça qu'on a affiché le site web ainsi que le contact des différents EDIH. Et les EDIH aussi permettent d'avoir accès aux formations à un tarif préférentiel puisqu'on est cofinancé par l'Union européenne. Voilà. Donc, il y a des opportunités intéressantes. Au niveau de la formation, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas. Oui. Et au-delà de la formation, si vous avez une problématique sur comment je peux mettre de l'IA dans ma problématique métier, on a des capacités d'accompagnement, d'idéation, de mise en place d'une stratégie d'innovation. Donc, les EDIH, c'est aussi des outils financés par les régions pour les entreprises. Il ne faut vraiment pas hésiter à les regarder et à au moins contacter pour avoir un premier retour. Voilà, tout est dit. Merci. En tout cas, merci beaucoup tous les trois pour votre intervention et votre expertise qui nous a donné un regard enrichissant sur ces sujets. Merci aux participants, en espérant vous revoir lors d'un prochain webinaire. N'hésitez pas à nous suivre et je vous souhaite une belle journée à tous. Bonne journée, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.